Bon, écoutez, 37 milliards de dollars. C'est ce que les États-Unis viennent de dépenser en missiles défensifs pour Israël en 40 jours. 40 jours. Et voici ce qui est fou. Ce n'est pas un chiffre que le gouvernement a volontairement divulgué. C'est venu d'une évaluation du Pentagone qui a fuité aux médias. Et quand vous regardez les chiffres réels, ce qui s'est passé là-bas remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont l'Amérique peut réellement se défendre elle-même. Alors voici ce que nous allons comprendre ensemble. Premièrement, comment les États-Unis ont-ils pu brûler une part massive de nos réserves de missiles en moins de 6 semaines? Deuxièmement, pourquoi Israël, notre allié supposément autosuffisant, s'est retrouvé avec des réserves d'intercepteurs balistiques à 2 chiffres? Et troisièmement, qu'est-ce que cela signifie réellement pour les options militaires que Trump prétend avoir contre l'Iran en ce moment? Nous allons couvrir tout ça, mais pour comprendre pourquoi c'est un problème, vous devez d'abord comprendre une chose spécifique sur la façon dont les intercepteurs de missiles fonctionnent réellement. Et ce n'est pas ce que la plupart des analystes vous disent. Alors voici comment ça marche. Quand l'Iran tire un missile balistique, un missile, les États-Unis ne tirent pas un intercepteur. Nous en tirons environ 10 à 12. 10 à 12 intercepteurs pour abattre un seul missile. C'est des millions de dollars pour arrêter un missile qui coûte peut-être 100 000 dollars. Et pendant 40 jours, c'est exactement ce qui s'est passé. L'Iran a tiré environ 1000 missiles balistiques. 1000. Et nous avons tiré des milliers et des milliers d'intercepteurs pour les arrêter. Vous commencez à voir le problème, mais attendez, il y a quelque chose de plus étrange ici. Les Israéliens étaient censés se défendre eux-mêmes, non? C'est leur pays, c'est leur armée. Eh bien, selon les sources du gouvernement américain, les Israéliens avaient environ 80 à 100 intercepteurs balistiques avant le début de ce conflit. 80 à 100. Et après 40 jours, ils en avaient moins de 10. Moins de 10. Donc, au moment où tout s'est arrêté, Israël était fondamentalement à court de défense aérienne. Complètement à court. Et c'est pourquoi les États-Unis ont dû faire le travail lourd. C'est pourquoi nous avons brûlé une part énorme de notre propre stockpile. Maintenant, voici la partie que personne ne veut dire à haute voix. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer rapidement ces missiles. Cela prend des années. Des années. Pendant ce temps, l'Iran peut fabriquer des missiles balistiques à un rythme beaucoup plus rapide que nous ne pouvons fabriquer les intercepteurs pour les arrêter. C'est une asymétrie complète. Et maintenant, Trump flotte l'idée d'une autre ronde de combat avec l'Iran. Une autre ronde. Avec quoi exactement? Avec les missiles que nous n'avons pas? Et voici où ça devient vraiment intéressant. Trump dit qu'il n'a pas d'option militaire viable contre l'Iran. Pas vraiment. Parce que oui, il pourrait menacer de frapper l'infrastructure iranienne. Mais l'Iran a aussi des options d'escalade. Il pourrait cibler les câbles Internet sous-marins. Il pourrait fermer le détroit d'Ormuz en travaillant avec les Houthis. Il pourrait même frapper les usines de dessalement en Arabie Saoudite et aux Émirats. Et si nous commençons une autre guerre, nos prix du gaz explosent, notre économie souffre, et nous avons déjà brûlé nos réserves de missiles. Donc nous sommes dans une situation où nous sommes essentiellement pris en otage par nos propres déficits de défense. Mais attendez, il y a plus. Trump a récemment suggéré qu'il pourrait abandonner la politique américaine et se présenter comme Premier ministre d'Israël. Je ne plaisante pas. Il a dit qu'il avait une approbation de 99% en Israël. 99%. Et il a dit, et je cite, « Peut-être qu'après avoir fait ça, j'irai en Israël et me présenterai comme premier ministre. » Pendant ce temps, il n'assiste même pas au mariage de son propre fils ce week-end parce qu'il dit qu'il est trop occupé. Trop occupé pour le mariage de son fils, mais assez occupé pour flotter des plans pour devenir premier ministre d'Israël. La cohérence n'est pas vraiment le point fort ici, n'est-ce pas? Alors voici ce qui se passe réellement. Les États-Unis ont essentiellement vidé une partie majeure de notre arsenal défensif pour Israël. Et maintenant, nous sommes dans une position où nous ne pouvons pas vraiment nous défendre nous-mêmes contre une escalade avec l'Iran. Et Trump sait cela.
peur. Il sait qu'il n'a pas vraiment d'option militaire viable. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il attend. Il attend qu'il se passe quelque chose. Il attend que le gouvernement iranien s'effondre de lui-même. Il attend un événement de signe noir. Parce que s'il lance une guerre, ses chiffres de sondage s'effondrent. Les prix du gaz montent. L'inflation s'aggrave. Et il n'a pas de missiles pour faire le travail de toute façon. Voici ce qui change maintenant. D'abord, le budget du Pentagone va augmenter considérablement. Nous parlons d'une augmentation de 1,5 billion de dollars. 1,5 billion. Et vous savez ce que cela signifie ? Cela signifie que les entrepreneurs en défense vont devenir encore plus riches. Cela signifie que nous allons dépenser plus en armement que nous n'avons jamais dépensé auparavant. Et cela signifie que nous allons probablement nous retrouver dans une autre situation exactement comme celle-ci dans quelques années. Deuxièmement, la vulnérabilité de Taïwan devient encore plus claire. Si la Chine agissait contre Taïwan demain, nous n'aurions pas les ressources pour réagir correctement. Et Taïwan fabrique la majorité des puces de semi-conducteurs du monde. Donc si Taïwan tombe, notre économie entière s'effondre. Nos téléphones ne fonctionnent pas, nos voitures ne fonctionnent pas, nos systèmes de défense ne fonctionnent pas. Et nous avons créé cette vulnérabilité nous-mêmes en vidant nos ressources en Israël et en Ukraine. Et troisièmement, la position de Trump devient de plus en plus précaire. Il ne peut pas gagner cette situation. S'il fait la guerre, ses chiffres s'effondrent. S'il ne fait pas la guerre, Netanyahou et les faucons le critiquent. S'il assiste au mariage de son fils, les médias le critiquent. S'il n'y assiste pas, les médias le critiquent aussi. Donc il est essentiellement coincé. Et la seule façon pour lui de sortir de cette situation est de trouver un moyen de blâmer quelqu'un d'autre pour le gâchis qu'il a hérité. Maintenant, la grande question que vous devez vous poser est celle-ci. Combien de temps pouvons-nous continuer comme ça ? Combien de temps avant que notre propre défense soit tellement compromise que nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes ? Et plus important encore, qui paie réellement le prix pour tout ça ? Ce ne sont pas les entrepreneurs en défense, ce ne sont pas les politiciens, c'est vous, c'est votre économie, c'est votre avenir. Et pendant que nous parlons de remplacer Netanyahou, nous devrions peut-être nous demander si nous devrions remplacer les gens qui prennent ces décisions ici en Amérique. Alors voici ce qui se passe ensuite. Trump va probablement continuer à attendre. Il va probablement espérer que quelque chose change avec l'Iran. Il va probablement augmenter le budget du Pentagone. Et nous allons probablement nous retrouver dans cette même situation dans quelques années. Parce que c'est ce que nous faisons, c'est le cycle, et personne ne semble capable de le briser.